Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi la mémoire vive n'est jamais libre sous Android et pourquoi c'est exactement la même chose sur tous les autres systèmes d'exploitation, que ce soit iOS ou Windows, macOS, enfin peu importe, parce que tout simplement de la mémoire vive libre, c'est de la mémoire vive gaspillée. Il faut savoir que de la mémoire vive libre n'augmente pas les performances du tout, au contraire, ça sert à rien quoi. Et donc les systèmes d'exploitation sont assez intelligents pour créer des systèmes qui font en sorte que quand la mémoire vive est libre, quand il reste une grande quantité de mémoire vive libre, en gros, eh bien cette mémoire vive est mise à profit de telle manière qu'elle permet d'augmenter les performances, mais en l'utilisant, pas en la gardant tout simplement sur le côté en attente, tout simplement. Alors il existe diverses façons de pouvoir mettre à contribution cette mémoire vive. La méthode qui est utilisée par exactement tous les systèmes d'exploitation, c'est la méthode tout aussi simple que ça, qui est de, en fin de compte, garder le programme en mémoire. La deuxième méthode est d'utiliser cette mémoire vive excédentaire comme cache pour le disque dur, et ça se fait totalement automatiquement, encore une fois, c'est tout simplement les fichiers qui ont été lus récemment dans la carte SD ou dans la mémoire interne ou dans le disque dur sur un ordinateur de bureau, et copié à l'intérieur de la mémoire vive, en gros, parce que si vous venez de le lire, donc vu que vous venez de le lire, il n'y a aucun impact à le garder en mémoire vive, vu que vous n'avez pas besoin de le relire une deuxième fois. Ensuite, le truc, c'est que si vous avez besoin à nouveau de ce fichier-là, au lieu de le lire à l'intérieur de la mémoire interne, ce qui prend du temps, et en plus de ça, qui prend de la batterie, quand il s'agit d'un truc avec une si petite batterie que les téléphones portables ou ce genre de choses, eh bien, en gros, au lieu de le relire à nouveau là-dedans, ce qui enlève cette puce de son mode économie d'énergie, eh bien, ça fait que, vous consommez plus d'électricité. Le garder en mémoire vive fait que, vous avez pas ça n'impacte pas sur ce truc-là. Et ça fait en sorte que ça pop beaucoup plus rapidement sur l'écran. Et donc ça, c'est vraiment bénéfique. Et ça, ce sont des trucs qu'il y a dans tous les systèmes d'exploitation. Ce qui veut dire qu'en fin de compte, la mémoire vive réellement libre, il y a seulement un truc genre 20 MO, etc., etc. Sauf si vous avez un ordinateur sous Windows avec beaucoup trop de mémoire vive. Genre par exemple, vous avez 8 Go de mémoire vive et vous faites juste du web ou ce genre de truc, vous faites juste que ce genre de choses. Logiquement, vous n'avez pas rempli ces 8 Go de mémoire vive avec des données intéressantes. Donc ça n'a aucun intérêt qu'il y ait trop de mémoire vive. Et vous voyez un petit peu l'idée. La mémoire vive libre, c'est de la mémoire vive complètement inutile. Et sous Android, ils mettent cette mémoire vive à profit tout simplement en faisant en sorte de ne pas fermer les programmes. Ça fait exactement pareil sous iOS, faut savoir. Parce que sous iOS, si on sait pas que ça fait ça, c'est tout simplement parce que le système d'exploitation aime bien cacher les trucs à son utilisateur. C'est tout aussi bête que ça, sincèrement. Sous iOS, c'est parce que le système d'exploitation est un peu obscur qu'on ne sait pas ça. Mais si on pouvait le savoir, ce qui doit être faisable avec le jailbreak et avec un minimum de connaissances techniques pour pouvoir accéder à ces fonctions bien cachées dans le système, eh bien vous savez que tout ce qui est gardé en arrière-plan est tout simplement gardé en mémoire vive. Quand vous savez, les programmes en arrière-plan pour le multitâche, etc., ce sont des programmes qui sont tout simplement gardés en mémoire vive, sauf s'il n'y a pas assez de mémoire vive pour les garder en mémoire. Exactement comme sous Android, c'est vraiment pile le même système. Ça utilise exactement les mêmes notions. Ils ont tout bêtement, à partir de iOS 4, copié la façon qu'a Android de faire le multitâche. Le seul truc qu'iOS ne permet pas, c'est de faire en sorte que les programmes continuent à tourner. Il les met en pause, en fait, quand ils sont en arrière-plan. Ils restent en mémoire vive, mais ils sont en pause. Sous Android, il est faisable de faire en sorte que les programmes puissent démarrer en arrière-plan d'eux-mêmes pour pouvoir aller chercher des trucs sur internet, comme l'application Facebook va d'elle-même chercher les nouveaux trucs qui viennent d'apparaître sur Facebook de lui-même à partir de votre téléphone, alors que sous iOS ça passe par les serveurs d'Apple, c'est-à-dire qu'en fait c'est l'application Facebook, le serveur de Facebook qui va donner des informations au serveur d'Apple, et c'est le serveur d'Apple qui va les envoyer au téléphone. Donc le téléphone n'est pas indépendant, et il est donc soumis au fait que le serveur d'Apple fonctionne bien, que le serveur de Facebook fonctionne bien pour cette fonction-là, et que donc s'il est en panne, vos nouveaux profils, etc., n'apparaîtront plus à l'écran automatiquement. Il y aura pas le petit badge qui va s'actualiser ou ce genre de truc, ce qui peut être un petit problème tout de même. Et donc sous Android, ça fait que c'est l'application en elle-même qui va directement aller chercher les trucs sur Internet, ce qui fait que comme ça, c'est totalement indépendant, et ça n'a pas besoin d'un serveur spécial qui se trouve quelque part. La contrepartie, c'est que au final, si le développeur est trop pourri, eh bien il peut faire en sorte que le programme soit mal développé et qu'il consomme un peu plus de batterie. Mais ça c'est quand même assez rare sur des applications utilisées par beaucoup de gens. Donc voilà un petit peu l'idée. Donc alors un truc que je veux pas entendre, c'est que ce téléphone est trop vieux ou ce genre de truc, parce que j'en ai marre d'entendre ça dans les commentaires. Parce que si j'utilise un vieux téléphone, déjà il y a la raison du fait que j'ai que ça, mais aussi la deuxième raison, c'est que tout simplement, si je vous montre ça sur un téléphone qui est extrêmement haut de gamme, genre un HTC One ou ce genre de truc, ça serait complètement ridicule, parce qu'au final,
ça prouverait rien. Si ça fonctionne bien sur un téléphone avec des spécifications aussi bonnes, ça prouve rien par rapport, je sais pas, au bon fonctionnement d'un programme, ce genre de truc, savoir s'il rame, s'il démarre vite, ou ce genre de choses. Parce que comme je vous l'ai dit, un téléphone hyper haut de gamme, il a rien à prouver. Sur un téléphone bas de gamme ou un téléphone super vieux comme celui-là, eh bien, si ça fonctionne mal, eh bien ça fonctionne mal, quoi, tout simplement. Et on peut voir plus facilement les différences entre un programme optimisé et un programme peu optimisé, comme avec les claviers, comme je vous l'ai montré la dernière fois. Mais bon, bref, c'est une parenthèse que je ferme. Et donc, si j'utilise un vieux téléphone, c'est qu'il y a une raison. Ça permet de mieux se rendre compte des différences par rapport à des versions du système d'exploitation ou ce genre de choses. Donc bref, passons là-dessus. Donc l'idée c'est que j'ai installé Quick System Info, qui est un programme qui vous permet de savoir l'utilisation RAM des différents programmes qui sont en arrière-plan, etc., etc. Alors comme je vous l'ai dit encore une fois, il faut pas psychoter là-dessus parce que, eh bien tout simplement, sous iOS, si on ne le sait pas, eh bien c'est tout simplement parce qu'on peut pas le savoir. Et sous Android, c'est le fait qu'on puisse le savoir qui fait en sorte que l'on a l'impression que Android serait plus lourd ou ce genre de truc, alors que c'est totalement faux. Donc on va ouvrir un programme, donc on va ouvrir le Google Play Store. Voilà, ouvrons aussi l'application YouTube. Et le navigateur web. Voilà, donc j'ai ouvert ces trois applications, hop, maintenant il n'y a plus qu'à voir ce que ça donne au niveau de la consommation de mémoire vive. Alors, comme vous pouvez le constater, le navigateur web maintenant consomme une bonne partie de la mémoire vive, l'application YouTube et le Google Play Store, toutes ces applications restent en arrière-plan en consommant pas mal de mémoire vive. Vous voyez que je suis toujours loin de saturer la mémoire vive, on va maintenant ouvrir un truc qui va consommer beaucoup de mémoire vive, allez hop, un petit jeu. Donc voilà, j'ai ouvert Fruit Ninja, je le referme donc du coup, et là, comme vous le pouvez le remarquer, là ça sature pratiquement toute la mémoire vive. Donc, l'idée c'est, est-ce que vous vous dites, tiens, les performances doivent être pourries maintenant que la mémoire vive est saturée? Bah non, au contraire, elles sont encore meilleures, regardez, hop, le navigateur internet vient de popper en une seule seconde. En fin de compte, tant que la mémoire vive n'est pas... Vous allez voir si j'ouvre un autre programme, par exemple, je sais pas, on va essayer d'ouvrir un autre programme au hasard. Alors vous voyez ce petit graphique ici de la mémoire vive, eh bien pour l'instant il est toujours en haut, etc. Et vous allez voir que dès que l'autre graphique c'est le processeur pour information et l'autre c'est un témoin de réseau. Donc vous voyez que toute la mémoire vive est pleine pratiquement, et tant que la mémoire vive n'est pas complètement pleine, eh bien ça va faire en sorte que tous les programmes qui sont en arrière-plan là doivent être encore en mémoire vive. Et vous allez voir que le programme qui prend le plus de place en mémoire vive va être le premier à sauter dès que un programme va demander cette mémoire vive, hein, tout simplement. Et ça ne va absolument pas impacter les performances. Vous allez voir ça quand je vais ouvrir, je sais pas, on va essayer de trouver un moyen de saturer la mémoire vive. On va prendre le navigateur internet, je pense que c'est la méthode la plus simple. On va ouvrir une nouvelle page, et on va ouvrir un site internet qui consomme beaucoup de RAM. Alors je sais pas pourquoi, c'est toujours ce même site internet qui me vient en tête quand je pense à un site internet qui gaspille de la RAM et qui est tout pourri. Donc Social Blade, donc, on va cliquer dessus. Ok, d'accord, on va cliquer dessus. Rappelez-vous, hein, ce téléphone est vraiment très lent, hein, c'est le processeur qui fait ces problèmes de rapidité. Et là, je sais pas si vous avez vu, mais le petit graphique vient de descendre un tout petit peu. Il a dû fermer un petit programme. Donc on va ouvrir Social Blade, donc du coup, on va attendre ce que ça donne, donc hop. Et là, vous l'avez sûrement vu, ça vient de descendre d'un cran. Donc vous voyez un petit peu l'idée, si la mémoire vive commence à venir à saturer, ça va tout simplement baisser. Et ce n'est pas le launcher qui s'est barré, comme vous le voyez, c'est pas un truc important du système d'exploitation qui vient de partir. C'est juste une des applications, l'application que vous utilisez le moins souvent, ou l'application que vous utilisez, qui prend le plus de RAM, ou l'application qui est ouverte depuis le plus longtemps, qui est parti en premier, enfin suivant ce que Android pense être le plus intelligent pour vous. Et donc du coup ça permet de contenir comme ça les trucs les plus intelligents du truc. Donc vous voyez un petit peu l'idée, le navigateur internet maintenant utilise à lui seul 89 émaux de mémoire vive. Quick System Info, qui est ce truc tout simplement d'info sur le système, est toujours en mémoire, Link2SD est toujours en mémoire,
Le Google Play Store est toujours en mémoire, le launcher bien entendu est toujours en mémoire. Le launcher c'est le truc qui apparaît donc quand vous faites apparaître le bureau tout simplement. Donc voilà. Donc maintenant, vous voyez qu'il y a certains trucs, genre la téléphonie et tout ça, ça reste bien entendu tout le temps en RAM. Et si je rouvre un des programmes donc qui est encore en RAM ici, genre par exemple le Google Play Store, ça devrait normalement s'ouvrir très très rapidement vu qu'il est toujours en RAM. Vous voyez, il affiche même encore la page qui était affichée actuellement sans aucun lag. Vous voyez, même sur un téléphone hyper lent, vraiment supra lent ce téléphone. Hein. Donc du coup, vous voyez un petit peu l'idée. Le fait que ça reste en mémoire vive, eh bien, est un avantage sérieux sur pour les performances. Au contraire, donc fermer les applications, vous savez, genre en faisant comme ça, vous voyez en gros en faisant comme ça pour gagner de la mémoire vive, etc. Au contraire, vous fait perdre énormément de performance. Vous voyez maintenant le Google Play Store, qui aurait pu sans aucun problème rester en mémoire vive sans vous faire perdre de performance, maintenant est obligé de recharger à partir de zéro. Vous voyez un petit peu l'idée. Bon, après il y a aussi le cache disque dur qui fait en sorte que le Google Play Store met un peu plus de temps, enfin un peu moins de temps à venir que s'il était complètement sorti de la RAM. Parce qu'il faut savoir un truc, c'est que si vous faites ça, vous fermez l'application, mais vous faites pas en sorte que ce qu'il a été lire sur le disque dur à propos de ce programme sorte de la RAM. Donc vous voyez un petit peu l'idée, il met quand même beaucoup moins de temps à venir que si le téléphone venait juste de démarrer. Donc vous voyez un petit peu l'idée, l'optimisation de la mémoire vive est déjà faite parfaitement bien. Donc vous voyez un petit peu le truc là, Social Blade, qui est déjà ouvert dans le navigateur internet, vous voyez, il pop en une seconde. Si j'ouvre un jeu, etc., et que ce jeu n'est pas suffisant pour faire partir le navigateur internet de la RAM, eh bien cette page sera à nouveau en RAM sans aucun problème, en fin de compte, après avoir terminé le chargement de ce jeu-là. Vous voyez un petit peu l'idée, c'est vraiment fait pour vous arranger la vie et pas pour vous faire perdre des performances ou ce genre de truc. Donc je sais pas exactement comment vous le prouvez à nouveau avec une autre idée, donc j'essaye de trouver un truc. Donc Fruit Ninja fermé, le truc qui utilisait le plus de mémoire vive il y a peu de temps, c'était le navigateur internet, et comme vous l'avez vu, eh bien au final, vu que c'était une des applications récemment ouvertes, visiblement, il n'a même pas sorti ce truc-là de la mémoire vive pour avoir besoin de faire fonctionner le jeu de manière optimale. On va revenir sur Quick System Info, je sais pas pourquoi je l'ouvre à partir de là. Donc on revient sur Quick System Info, et ce qu'on va regarder, c'est quel programme a disparu. Donc un programme qui a disparu, visiblement, c'est Link2SD que j'ai juste ouvert pour refermer immédiatement. Donc vous voyez, il prend des décisions intelligentes, et il vous garde en mémoire vive seulement ce qui est important. Donc voilà, si vous avez 2 Go de mémoire vive sur votre téléphone, ou 1 Go, ou 3 Go, ou même encore pire que ça, 4 Go avec des téléphones avec 4 Go qui vont sortir d'ici quelques temps très certainement, en fait ces 4 Go, ils contiennent pas des trucs inutiles, ou ils sont pas juste là pour mettre un énorme poids, c'est pas la surcouche forcément de votre téléphone qui a un problème, ou ce genre de truc. Ça peut arriver bien entendu, que vous ayez un bug dans votre téléphone, mais logiquement c'est juste le fonctionnement, si vous avez un téléphone qui est bien testé, genre un HTC One ou ce genre de truc, eh bien normalement, ou un Nexus ou ce genre de choses, eh bien normalement la seule chose qui se passe c'est que vous avez des programmes qui ont pu être ouverts par exemple il y a 3-4 jours ou ce genre de truc, enfin vous voyez un programme qui a été ouvert il y a je sais pas combien de temps, qui est juste encore en mémoire vive et qui vous permettra tout simplement de l'ouvrir en un clin d'œil au lieu de devoir attendre 3 plombes. Donc vous voyez un petit peu l'idée, la mémoire vive est utilisée à bon escient sous Android, faut vraiment pas du tout s'inquiéter avec ça. Et sincèrement, enfin comme je vous l'ai dit, c'est exactement le même fonctionnement qui a été retenu pour iOS. Donc il n'y a pas de meilleure façon de faire, et iOS aussi c'est pareil, ça sert à rien de vous savez faire le double clic sur le bouton pour faire apparaître le truc, le task manager, etc. Pour ensuite appuyer longtemps sur une application et faire moins pour tous, vous savez, pour les faire tous disparaître de la mémoire vive. Ça sert à rien de faire ça. Bon, sincèrement, ça peut servir quand même à certains trucs. Notamment, par exemple, si vous avez un programme qui est très mal foutu, regardez, donc vous avez la consommation de la RAM, bien entendu, mais vous avez aussi la consommation du CPU. Et vous voyez qu'il y a des programmes en arrière-plan qui continuent à utiliser du CPU. Genre par exemple Fruit Ninja, vous voyez, il utilise 3% du CPU, alors sur un CPU aussi bas de gamme que ça, utiliser 3% du CPU, ça veut dire utiliser rien du tout, Mais vous voyez qu'il utilise un petit peu de processeur en arrière-plan, malgré le fait qu'il soit éteint, vous voyez, bon, quand le téléphone est en veille, ça utilise pas du tout de CPU, ça donc du coup, ça consomme rien du tout. Mais Android, au bout d'un moment, à force de voir qu'il consomme un petit peu de mémoire vive, il va le fermer automatiquement si vous l'avez pas utilisé depuis longtemps, pour vous faire économiser encore ce tout petit pourcent de batterie supplémentaire que vous aurez à la fin de la journée, quoi. C'est vraiment inutile. Donc vous voyez, quand un programme est mal foutu, vous voyez quand un programme est vraiment mal optimisé,
il peut utiliser beaucoup trop de processeurs en arrière-plan. Et ça peut arriver aussi bien sous iOS que sous Android, et là ça peut être utile de les fermer, etc. Donc pour les fermer, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment pas du tout compliqué, vous appuyez longtemps, vous enlevez Fruit Ninja, vous voyez un petit peu l'idée, j'aurais dû faire précédent plutôt que de faire Home, voilà, et vous voyez qu'il n'y a plus du tout Fruit Ninja dedans, et c'est 3% de batterie, 3% d'autonomie ridiculement faible, qui aurait vraiment pas du tout impacté à la fin de la journée votre autonomie du téléphone, ni vos performances quoi qu'il arrive, eh bien viennent d'être libérés, vous voyez un petit peu l'idée. Donc c'est vraiment utile seulement pour ça, mais pas du tout pour la mémoire vive, et comme je le disais, ça n'est vraiment pas important, sauf si vraiment vous avez un programme qui est mal foutu. Encore une fois, Android vous permet de savoir quels sont les programmes qui ont un problème d'utilisation du processeur, iOS ne vous le permet pas du tout. Donc si vous avez un programme qui a un problème de ce genre sous iOS, il va falloir utiliser l'instinct, ou faire confiance au système d'exploitation sur le fait qu'il ferme le programme en arrière-plan s'il détecte ce genre de problème. Android, à partir d'Android 4.0, est capable de détecter les programmes qui ont des problèmes d'optimisation, etc., et de les fermer en arrière-plan automatiquement. Et Android 4.4 est encore mieux optimisé sur ce genre de situation problématique en matière d'utilisation du processeur en arrière-plan. Mais au niveau de la mémoire vive, depuis toujours, ça a été bien foutu, et sincèrement, comme je le disais, la mémoire vive inutilisée, c'est de la mémoire vive qui ne sert à rien, c'est de la mémoire vive qui, au contraire, est gâchée, et qui aurait pu servir à augmenter vos performances. Donc voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo, donc je vous dis salut à tous, et à la prochaine!